Volte-face au Barça, les amis. Volte-face au cœur du club catalan avec ces deux images symboles. Jeudi, Koeman était out. 24 heures après, Koeman est toujours in. Volte-face, lundi 4 octobre. Salut à tous. J'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau. Pour ce point média, c'est l'épisode 168 sur YouTube. Que s'est-il passé durant ces 24 heures qui ont fait que le président Laporta a changé de décision? On nous l'explique en page intérieure, on va ouvrir cette presse internationale. Je maintiens mon opinion, les amis. Je vous avais annoncé ce week-end que Koeman ne serait plus l'entraîneur du Barça et ce durant la trêve internationale au sortir de la défaite face à l'Atlético Madrid. On en était tous convaincus avec les experts de l'actualité catalane, mais un seul homme a fini par décider. Le destin de Koeman était entre ses mains. C'est lui, le président Laporta, qui a fait fi également de son staff de direction. Pour preuve, on nous le rappelle dans les colonnes de Sport en mode confidentiel. Jeudi après-midi, le président Laporta avait clairement annoncé que c'était terminé, qu'on cherchait un nouvel entraîneur et qu'au sortir du match face à l'Atlético Madrid, on faisait out pour Ronald Koeman et in pour un nouvel entraîneur. 24 heures ont passé et il a pris seul ou quasiment seul la décision et envoyé un message WhatsApp à l'ensemble de sa junta, son staff de direction, juste avant le départ vers Madrid pour affronter l'Atlético, pour leur dire pour l'instant, on va garder Ronald Koeman. Il y a des éléments d'explication aux agissements, bien évidemment, du président Laporta. Donc, pour l'instant, si on nous rappelle toutes les carences du Barça de Koeman, on va le garder. Jusqu'à quand? Je vais vous le dire également. Mais donc, cette mini-trêve est à prendre avec des pincettes. Vous le voyez, c'est expliqué dans les colonnes de Marca ce matin. Corrida con pinzas, avec des pincettes. Mais il y a bien un pacte aujourd'hui entre le président Laporta et Ronald Koeman. Et ce jusqu'au Classico. On a donc 3 matchs au sortir de la trêve internationale. Valence, c'est lourd. Le Classico face au Real Madrid, c'est très lourd. Et entre les deux, la Ligue des Champions face au Dynamo Kiev. Après 2 défaites et un 0 pointé, vous le savez que l'avenir du Barça en Ligue des Champions va se jouer là, très certainement face au Dynamo Kiev, pour ne pas se voir éliminé au premier tour, ce qui n'est plus arrivé depuis 20 ans maintenant. 3 matchs, c'est un pacte. Donc selon moi, le président Laporta s'accorde juste un peu de temps pour trouver le bon nom pour remplacer Koeman, à part si ces 3 matchs sont remportés, bien évidemment pour Koeman. Pourquoi ce choix de la part de Laporta? Vous le savez, il est dans un bras de fer avec l'ex-président Bartomeu pour savoir qui est le coupable des pertes, des dettes financières du Barça. Il doit se concentrer sur cette bataille, le président Laporta. Donc il push pour l'instant ce sujet entraîneur. Voilà pourquoi il a pris cette décision. Koeman va pouvoir compter sur 5 renforts. Vous savez que la plus grosse carence du Barça, c'est la force offensive. Pourquoi? Parce que les principales armes offensives n'étaient pas là, blessées. Avec Dembélé, avec le Kun Agüero qui va être le premier à revenir, avec également Ansu Fati, et puis le petit Pedri, et puis défensivement l'un des capitaines, Jordi Alba. Ces 5 hommes seront 5 renforts pour Koeman durant la trêve pour ces fameux 3 matchs. Voilà qui sera la décision de Laporta au sortir. Il est là, le président du Barça. Voilà qui est clair, je l'espère. Je maintiens mon opinion quant à dire que Laporta avait annoncé que Koeman était out, ça c'est sûr, mais seul, il a pris la décision de laisser du temps, le temps de garantir la santé économique ou son bras de fer avec le président, l'ex-président Bartomeu, affaire à suivre. Dans le même temps, regardez la presse catalane, ça c'était ce matin. On n'est pas sur le Barça, on est sur le Real Madrid parce que là on est en méthode Coué pour montrer que le mal n'est pas seulement à la maison mais également ailleurs. Et en l'occurrence vers le Real Madrid, le chaos blanco avec Karim Benzema, défaite à Barcelone face à l'Espagnol, le voisin que l'on remercie. 2-1, défaite du Real Madrid, avec ici le jeu de mots, regardez, Los Pericos, c'est le surnom des joueurs de l'Espagnol Barcelone, c'est des petits perroquets. Et Sheriff, parce qu'on a en tête la défaite en Ligue des Champions face au Sheriff Tiraspol, les Moldaves. On a transformé le Sheriff Tiraspol en Sheriff Perico. Vous le voyez avec cette défaite, le Real Madrid qui était une véritable... C'est dur ça. Un coladero. Une passoire. Une passoire, ça fait un petit moment. Regardez. 10 buts en 8 matchs. 10 buts en 8 matchs. La passoire défensive du Real Madrid, c'est le gros chantier de Carlo Ancelotti. Mise à nu. L'Espagnol a mis à nu le Real Madrid avec toujours cette même photo de Karim Benzema. Alors on se demande si c'est un accident ou pas. Accident, c'est ce qu'on s'était dit lors du match de Ligue des Champions perdu face à Tiraspol. Mais là, 2 défaites de suite. 3 matchs sans victoire. Ça commence à moins ressembler à un accident.
maintenant dans les colonnes de As, vous le voyez avec Vinicius en symbole de l'échec offensif. Et du coup, ce naufrage défensif est la première crise de Carlo Ancelotti. Première crise à Madrid de Carleto et le labyrinthe. Parce que vous le savez, notamment sur les postes de latéraux, avec les absences de Mendy, les absences également de Carvajal blessé, il a fallu reconstituer le schéma défensif. On pense à Nacho, on pense à Alaba, on pense à Militao. C'est un véritable labyrinthe pour Carlo Ancelotti pour trouver la bonne défense côté Real Madrid. Heureusement pour lui, devant, pour l'instant, avec Karim Benzema, ça tient. Sauf que il est tout seul. Benzema ne suffit pas. Vous le voyez face à un grand Espagnol. C'était dans les colonnes de Marca ce matin. Il est trop seul. Marca, As, le même titre. Karim est de nouveau tout seul. Karim est trop seul. Vous le voyez, 10 buts inscrits par Karim Benzema avec 9 en Liga plus 1 en Ligue des Champions. Très intéressant bien évidemment pour lui, mais il est trop seul. On nous dit que Hazard est plus remplaçant que jamais. On nous dit que Rodrigo n'arrive pas dans le dernier geste. On nous dit que Jovic reste également, lui, sans but inscrit. Et que dire de Vinicius ? Quand encore un jour plus, un jour moins. Pour l'instant, ces hommes n'arrivent pas à accompagner Karim Benzema sur le plan offensif. Cabé, qui est toujours Pichichi de la Liga avec ce 9e but donc inscrit devant Oyarzabal de la Real Sociedad, Vinicius son coéquipier, Danjuma que j'adore de Villarreal, Luis Suarez ou encore Falcao. Vous les voyez les notes du Real Madrid quand je vous parlais des carences défensives. Regardez, c'est des zéros pointés pour toute la défense. Lucas, Militao, Nacho, Alaba. La seule bonne note logique, elle est donc pour Karim Benzema. Je note les notes de l'Espagnol parce que ça m'intéresse. De bonnes notes ici avec le coach Moreno qui a été sacré coach de la semaine et la meilleure note, elle est là. MVP pour RDT pour Raúl de Tomás. J'adore cet attaquant, je voulais vous faire un petit zoom sur lui. Je l'adore réellement, c'est un super attaquant sur lequel pourrait compter le sélectionneur espagnol Luis Enrique. Logiquement, il est dans le 11, vous le voyez, type de cette semaine avec l'entraîneur de l'Espagnol, 0 joueur du Real Madrid. Et qu'est-ce qu'on peut noter également? 2 joueurs de l'Atlético. Ça, c'est intéressant, je les ai adorés. Thomas Lemar a été exceptionnel face au FC Barcelone. João Félix également, il n'est pas dans ce 11, mais on va y revenir. Et Luis Suarez. Luis Suarez, les amis, face à son ancienne équipe, il a de nouveau été très très fort et il a bouclé cette roulette. Regardez, Suarez completa su ruleta. Il a marqué contre tous les adversaires possibles en Liga. Tous les adversaires qui se sont présentés à lui, il a à chaque fois marqué 31 clubs différents. Il n'y a qu'un homme qui fait un peu mieux dans ce type de stats. C'est Karim Benzema. Dans ce type de stats, Karim Benzema. Un super Luis Suarez dans cette victoire du Barça. Défensivement également, El Cholo Simeone a ses remparts. Savic, Hermoso et lui là, Josema Jiménez, l'Uruguayen qui est absolument incroyable. C'est un intouchable pour moi dans cette colonne vertébrale de l'Atlético Madrid. Lemar, Luis Suarez, Josema Jiménez et João Félix qui, ça y est, arrive au bon moment. Vous le voyez, la star qu'on avait acheté des millions avec un record historique, lui qui était arrivé avec son numéro 7 pour remplacer Antoine Griezmann qui était parti à ce moment-là du côté du Barça. On a attendu. Et ça y est, peut-être qu'enfin, la petite star portugaise arrive au bon moment. Il était excellent face au FC Barcelone pour une grande semaine de l'Atleti entre la victoire face au Barça et un peu plus tôt le succès à Milan en Ligue des Champions avec là aussi un super João Félix. Ça nous donne quoi au classement, ça les amis? Le Real est toujours devant avec donc l'Atlético Madrid juste derrière. Vous le voyez, 17 points chacun, tout comme la Real Sociedad. Attention, je vous l'annonce, regardez, le Barça est ici 9e. Je pense très sincèrement, d'après moi, le Barça va avoir des difficultés pour rentrer dans ce top 4 qualif Ligue des Champions au terme de cette saison. Affaire à suivre. Imaginez s'il venait être éliminé au premier tour de cette Ligue des Champions, ce serait une catastrophe totale côté FC Barcelone. Le premier entraîneur viré en Espagne, ce n'est pas Ronald Koeman, c'est lui, Paco López, qui a été destituido. Levante qui est ici à la 18e place, toujours aucune victoire d'ailleurs comme Getafe, la formation de Michel. Après 3 ans passés à la tête de cette équipe, Paco López a donc été viré. Premier entraîneur licencié du côté de la Liga espagnole. Je vous emmène maintenant en Angleterre avec le gros choc de ce week-end. C'était entre Liverpool et Manchester City, bien évidemment. En marge, je voulais juste vous montrer ça. Ça, c'était la presse d'hier, mais je voulais vous la montrer parce que l'ami Jürgen Klopp a haussé le ton, a haussé la voix. Vous savez qu'en Angleterre, on parle beaucoup des problèmes sociaux et autres. Et là, on a parlé des fameux
le vaccin anti-Covid. Il s'est prononcé, le père Klopp, pour dire attention les amis, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est comme prendre le volant avec de l'alcool. C'est un risque absolu. La liberté n'est pas là à se dire si on se vaccine ou pas. La liberté est ailleurs. C'est un cri très fort qu'a lâché Jürgen Klopp. C'était juste avant le match face à Manchester City. Ça a été un super match. Ça a été un super match. 2 buts partout entre les deux formations. Avec l'ouverture du score pour Liverpool, c'était signé Mané. Égalisation Phil Foden. Liverpool repasse devant avec Mo Salah et de nouveau égalisation de Manchester City avec De Bruyne dans les 10 dernières minutes. Ça a été un super match. Là, on est plutôt dans la couleur Manchester City, vous l'aurez compris. Voici les notes de City avec un 9 sur 10 pour Phil Foden. Ça va faire du bien, vous pouvez l'imaginer, à Pep Guardiola, après la semaine un poil délicate et la défaite face au Paris Saint-Germain, 2-0 au Parc des Princes. Il y avait des doutes qui étaient là et finalement, on respire. Pour Pep Guardiola, ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien, d'autant que, attention, parce que regardez, je vous montre ça, c'est en marge de l'actualité sportive et c'est à la une de la presse espagnole, El País. Une grosse enquête. Ça s'appelle les papiers de Pandore. Regardez pour vous montrer. Et là, on parle d'évasion fiscale. Une énorme enquête a dévoilé que 35 leaders internationaux, dont des leaders politiques, plus 600 Espagnols sont sujets visés pour évasion fiscale. Dans cette liste, il y a des chefs d'État sud-américains qui sont dévoilés et il y a des hommes très forts politiquement. On parle de Tony Blair, mais regardez, il est là. Pep Guardiola également. Son cas est très précis. On nous évoque un compte du côté d'Andorre, de la principauté d'Andorre, qui, vous le savez, accorde une légèreté fiscale, voire une nullité fiscale au compte que vous détiendrez du côté de la principauté d'Andorre. Eh bien, quand il était joueur au Qatar, avant d'être entraîneur au Barça, il a ouvert un compte sur place. C'est là que son salaire qatari passait. Et cette fiscalité serait passée un peu en mode fantomas. C'est un compte qu'il avait gardé ouvert, selon nos confrères, lorsqu'il a ensuite pris la direction du FC Barcelone. C'est une grosse enquête, bien entendu, autour de ces personnalités, dont Pep Guardiola pour évasion fiscale. En parlant de l'Angleterre encore, pour vous montrer qu'à Watford, on a là aussi changé d'entraîneur. Xisco Munoz n'est plus l'entraîneur de Watford, ici tout proche de la zone de relégation. Et regardez à qui on a passé un petit coup de fil. Lui, il connaît parfaitement la Première Ligue. C'est monsieur Claudio Ranieri, c'est dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Valence, Atlético Madrid, Chelsea, de nouveau Valence, l'AS Monaco, la sélection grecque, Leicester, Nantes et Fulham. 3 clubs de Première Ligue avec notamment le sacre avec Leicester, on s'en souvient. Voici peut-être le 4e avec les petits coups de fil signé Watford. Chelsea, Liverpool, Manchester City et United en tête du classement de la Première Ligue. Je vous emmène maintenant du coup en Italie en parlant de Ranieri parce que là il y a la bataille féroce, j'adore, entre le super total Napoli et l'AC Milan. Les deux se tirent la bourre. Les deux étaient à l'extérieur et les deux se sont imposés. On va commencer avec Milan. C'était un très gros test sur la pelouse de l'Atalanta. Victoire 3-2 pour la formation de Pioli. Ce Milan est en train de nous endiabler. Vous le voyez, 3-2. Ça a été vraiment une réelle performance pour la formation de Pioli avec de très bonnes notes. Voici, c'était son 11 de départ. Ce qui nous intéresse, nous, particulièrement, c'est Mike Maignan, bien évidemment, le successeur de Donnarumma. Il a pris un excellent 7.5. Hernandez, le français également, ici, 7.5. Très bonne note également pour lui. Pioli a pris un 8. Meilleur joueur selon nos confrères, c'est Tonali avec un 8 sur 10. Milan cartonne. C'était à l'extérieur. Naples a fait la même chose. Naples s'est imposé à l'extérieur sur la pelouse de la Fiorentina. 2-1. Vous le voyez avec de nouveau les hommes forts. Un super Spalletti. Un 7 sur 7 réussi avec les matchs enchaînés pour cette formation napolitaine. Je voulais vous offrir là aussi un éclairage sur les hommes forts parce qu'on parle souvent des attaquants avec un super Osimhen, bien évidemment, mais je voulais également vous parler de cette défense parce qu'elle marche très bien, notamment avec ces deux hommes-là. Koulibaly, magnifique, et Ramani qui a été élu homme du match avec un 7.10, vous le voyez, 7.10 également pour Koulibaly. Et au passage, attention parce que de nouveau, Koulibaly, victime de cris racistes, à dénoncer absolument. Il en a parlé sur ses réseaux sociaux, allez jeter un coup d'œil sur Twitter, il vous en parle, l'ami Koulibaly, et on est bien évidemment à ses côtés. Milan cartonne, Naples cartonne, derrière les poursuivants s'activent avec l'Inter et avec la Juve. L'Inter, je vous parle d'un quatuor
et d'un trio. Le quatuor, il est là, c'est le quatuor offensif d'Inzaghi. Lukaku est parti, il a trouvé des ressources avec des hommes forts, notamment Dzeko, Impérial. Il y a du Barella qui est devenu, je vous l'ai dit, le moteur au milieu de terrain. Il y a du Brozovic et il y a du Lautaro Martinez, bien évidemment. Ça, c'est le quatuor offensif. Et le trio défensif, il est là, ça ne bouge plus derrière, on ne prend plus de buts du côté de l'Inter. Très bonne série d'invincibilité avec ces trois hommes, avec Skriniar, avec Bastoni et avec avec De Vrij, pardon, avec Skriniar, De Vrij et Bastoni. Voilà, je cherchais les trois noms, ils sont là, trio de la part de Inzaghi pour tenir cette formation de l'Inter. La Juve également est à la chasse. Et la Juve est en train de monter, les amis, progressivement. On est en train de monter en puissance du côté de la Juve, notamment avec Locatelli, l'homme de la victoire ce week-end, l'ex de Sassuolo. On nous donne les éléments de recette du moment avec un super Allegri qui est un spécialiste de ce type de pression et de remontée. Il est là. On parle des leaderships avec les joueurs comme Chiellini ou encore Keane, l'ossature de la sélection italienne. Elle est là, plutôt du côté de la Juve et ça marche. Et en parlant de Locatelli, il vit la meilleure vie qu'il a en ce moment puisqu'il est en train de se fiancer également. Ça réussit sur le terrain, ça réussit en dehors. La belle vie de l'ami Locatelli dans les colonnes, vous le voyez, de la Gazzetta dello Sport. Je file maintenant avec le Paris Saint-Germain, qui était également à l'actu ce week-end. Là, ça s'est un peu moins bien passé pour Paris. C'est la première défaite. Tous les leaders, d'ailleurs, quasiment tous les leaders des gros championnats se sont inclinés ce week-end. La première défaite du Paris Saint-Germain, c'était à Rennes 2-0, avec plusieurs choses dans les colonnes de l'équipe. Tout d'abord, les doutes sur Neymar. Vous le voyez, le doute s'installe. Incapable de passer en 1 contre 1, jamais juste techniquement, le Brésilien, dans la continuité de son début de saison inconstant, est apparu en grande difficulté hier. On parle de digestion. Est-ce que Paris a été capable de digérer la victoire face à Manchester City? Nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, des raisons d'être inquiets. Vous le voyez, il y a plusieurs éléments avec notamment la fragilité sur les côtés. On a évoqué Nuno Mendes et Hakimi qui ont été mal notés, vous le voyez dans les colonnes de l'équipe, avec un 2 sur 10 et un 3 sur 10. On parle du choix de Pochettino à 4 devant. Ça marche pas forcément à 4 parce qu'il a de nouveau aligné Mbappé, Messi, Neymar, plus Di Maria. Ces 4-là, défensivement, travaillent moins et c'est trop difficile, notamment pour les deux là. Gay et Verratti, c'était trop compliqué face à la force rennaise, vous l'aurez compris. Il va falloir revoir des choses pour Pochettino dans cet avenir du Paris Saint-Germain. On soulignera au passage la très belle performance du Stade Rennais, bien évidemment. Avant de refermer cette page média aujourd'hui, les amis, je voulais saluer un grand bonhomme. C'est un phénix, vous le savez. À jamais le boss. Bernard Tapie s'est donc éteint. À l'âge de 78 ans, il a fait la une de tous les canards, l'équipe et le Parisien aujourd'hui en France, le battant. Cette même photo qui a été reprise par nos confrères également de La Provence. Adieu, boss. On a bien évidemment une grosse pensée pour l'ensemble de sa famille et les siens. Je choisissais de terminer normalement, vous le savez, tous les jours avec le tweet du jour. Là, je me porte vers le tweet de son fils, Stéphane Tapie. Au revoir, mon phénix. Une douce et belle pensée pour l'ensemble de la famille de Bernard Tapie. Le boss s'en est allé. Les amis, merci à vous de nous avoir accompagnés une nouvelle fois pour cette page média. On s'accompagne sur les réseaux sociaux via le hashtag Ruiz Club. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, je vous le rappelle, elle est gratuite. Bonne fin de journée à vous tous et n'oubliez pas, comme d'habitude, profitez des vôtres.